Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le vice-président de la Banque mondiale, accompagné par le ministre de la Formation professionnelle et technique, ont visité hier le site d'apprentissage agricole de Saï, un site construit sur une superficie de 5 hectares dans le village de Daloué. Le compte-rendu avec Abdul Razak Léo et Halidou Bourema. C'est une forte délégation composée entre autres du ministre de la Formation professionnelle, du vice-président de la Banque mondiale et de plusieurs autres personnalités qui a visité ce site d'apprentissage agricole de Saï, site situé dans le village de Daloué, réceptionné le 24 mars 2021. Principal objectif de ce centre, accompagner les jeunes entrepreneurs ruraux. C'est un projet qui a commencé depuis 2013. Encouragé par ces résultats, nous l'avons étendu en augmentant le montant initial de 30 millions de dollars de 50 millions de dollars additionnels. Et ce site que nous avons ici s'inspire des 10 précédents sites que le projet a financés. Et il a pour vocation de donner des chances nouvelles, des chances supplémentaires à des jeunes qui sont sortis peut-être un peu tôt du système d'enseignement général ou d'autres qui n'ont pas eu l'occasion d'y entrer pour contribuer au développement économique et social du pays. D'abord en ayant un emploi qu'ils ont créé pour eux-mêmes ou en faisant partie d'une exploitation agricole ou familiale, donc pour contribuer à la production agricole, l'élevage et la pisciculture. Donc c'est un projet extrêmement important et j'étais aussi très ravi de constater que le concept a été bien maîtrisé par ceux qui gèrent le programme et aussi bien compris par les élèves les apprenants qui en bénéficient. Je suis persuadé qu'au sortir de cette école, ils auront des emplois, ils vont aspirer à de meilleures conditions de vie et ce faisant, ils inspireront d'autres jeunes Nigériens qui n'ont pas encore eu l'occasion de bénéficier de ce type de formation pour que cela aussi à leur tour puisse se développer et avoir de l'emploi. C'est ainsi qu'il y aura la prospérité, qu'il y aura la sécurité et qu'il y aura le développement dans le pays. Un projet bien accueilli par les bénéficiaires. Nous sommes très contents de ce projet. Il nous aide beaucoup. Grâce à ce projet, le banditisme aussi a diminué. Nous avons désormais quelque chose à faire. Nous remercions ce projet. Ce projet du PODEC et du FOFPA, soutenu par la Banque mondiale, construit sur 5 hectares avec 30 apprenants, 27 garçons et 3 filles, a été salué par tous les concernés. L'association des parents d'élèves de l'arrondissement communal à Niamey 1 organise depuis ce matin sa 2e assemblée générale. Objectif, apporter sa contribution dans le rayonnement de l'école dans le dit arrondissement. Le compte rendu avec Nafisa Yahya et Abdel Nasser Seydou. Redynamisation des structures de l'association des parents d'élèves. C'est sous ce thème que se tient cette 2e assemblée générale de la dite association au titre du 1er arrondissement communal de Niamey. Une assemblée qui rentre dans le cadre des activités de sensibilisation, de règlement de conflits entre acteurs au sein de leur structure locale. Au cours de cette période, il nous a été donné de constater un certain relâchement dans l'implication des structures de l'APE dans la vie des établissements. Cet état de fait est peut-être la conséquence d'un déficit d'information et de formation des membres animant ces APE locales. C'est pourquoi le bureau communal Niamey 1 a décidé d'inscrire dans son plan d'action des activités de sensibilisation, de formation, d'accompagnement à l'endroit des membres des APE, des écoles et établissements, afin que l'APE apporte sa contribution dans le rayonnement de l'école, dans le 1er arrondissement communal en particulier et dans la région de Niamey en général. Une assemblée qui se tient quelques jours seulement après l'installation du conseil communal du 1er arrondissement, dont le maire de cette entité salue d'ailleurs l'initiative.
C'est un grand moment d'échange qui sera essentiellement axé sur la redynamisation des structures de l'ANPE. C'est un thème très important, surtout à un moment où le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, invite tous les partenaires à rester présents dans le secteur éducatif pour contribuer à une éducation de qualité dans notre pays. Je tiens donc à vous assurer l'engagement de la disponibilité de la mairie d'accompagner le formidable élan que vous entretenez pour que la situation de l'école s'améliore dans notre commune. Le maire du 1er arrondissement a enfin souhaité plein succès aux travaux de cette deuxième assemblée générale de l'APE, tout en remerciant l'association pour ce qu'elle fait et ce qu'elle représente dans l'espace urbain. L'ambassade de France, à travers l'Institut de formation en comptabilité, audit et contrôle INTEC de Paris, en collaboration avec l'École supérieure de commerce, d'administration et des entreprises SKE de Niamey, ont organisé les épreuves écrites pour le diplôme de comptabilité et de gestion DCG reconnu par l'enseignement supérieur français. Le compte rendu. Débuté le 25 mai dernier, les examens du diplôme de comptabilité et de gestion DCG, organisés par l'INTEC de Paris en collaboration avec l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises, ont pris fin ce mercredi 2 juin 2021. L'SKE est un des 68 centres d'examen de l'INTEC dans le monde. Pour le centre du Niger, dont l'SKE est le partenaire officiel, ils sont 50 candidats, dont 15 burkinabés et 35 nigériens, à se lancer à la recherche du diplôme de comptabilité et de gestion DCG. Chaque année, depuis presque une dizaine d'années, nous organisons le diplôme comptable supérieur, l'examen français de l'État français, qui conduit à l'expertise comptable diplôme français. Donc pour cette année, exceptionnellement, compte tenu des risques sanitaires et des risques sécuritaires, les étudiants béninois et les étudiants ivoiriens n'ont pas fait le déplacement. Ce sont les étudiants burkinabés qui ont bravé tous ces risques-là pour être là, pour chercher ces diplômes-là, qui s'appelle le diplôme de comptabilité de gestion, qui est le diplôme de Bac plus 3 de l'État français, et c'est ce diplôme-là qui conduit à l'expertise comptable. C'est-à-dire qu'après ces diplômes, les étudiants vont passer le diplôme supérieur de comptabilité de gestion, qu'on appelle le DSCG, et à l'issue de ces diplômes, ils deviennent experts comptables stagiaires. Mais il faut déjà valider ce premier diplôme qui est le DCG. Ils ont commencé les examens la semaine dernière et clôturent aujourd'hui. Et il était bon de faire savoir aux parents d'étudiants, d'élèves de tout le Niger, que l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises fait partie des meilleures écoles de gestion de la sous-région. Ce n'est pas toutes les écoles où ces gens-là, ces étudiants-là viennent chercher des diplômes. Il n'y a que l'SKE seul qui offre cette opportunité de faire des diplômes de gestion de très haut niveau. Depuis plus de 16 ans, ce partenariat entre l'SKE et l'INTEC de Paris permet aux étudiants de plusieurs nationalités de la sous-région d'obtenir le DCG qui conduit à l'expertise comptable. Les diplômes qui sont passés ces derniers jours par la cinquantaine d'étudiants, à la fois du Niger et du Burkina, en fait relèvent de ce champ de la comptabilité et de la gestion pour obtenir des diplômes supérieurs, effectivement, qui sont reconnus par l'enseignement supérieur français. Ah ben, cette confiance, c'est le fruit de l'histoire et du bon déroulement des examens. Vous savez, c'est une organisation partagée. Les sujets qui font l'objet de la grande attention pour une confidentialité absolue sont reçus par la valise diplomatique de l'ambassade, sont transmis à qui de droit ici à l'école et ne sont ouverts qu'au moment de l'examen, des épreuves, voilà, donc, et toute l'organisation, je dirais, est bien huilée, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit dans le sport, et c'est pour ça que l'SKE, ici à Niamey, l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises, est un des 68 centres, peut-être il y en a eu quelques-uns depuis en plus, mais centres d'examen de l'INTEC dans le monde. C'est dans de très bonnes conditions que les 50 candidats ont affronté les épreuves écrites au sein de l'SKE.
c'était abordable, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Franchement, j'ai vraiment apprécié, tout s'est bien déroulé sans de problème en fait. Les épreuves sont abordables, l'organisation a été bien faite et c'est bien sécurisé, il n'y a pas trop de bruit et il y a eu des surveillants qui ont joué leur rôle. Les 50 candidats à la recherche du diplôme de comptabilité et de gestion ont composé dans 5 matières, à savoir comptabilité approfondie, droit social, droit des sociétés, management et droit fiscal. L'examen s'est déroulé en simultané dans les 68 centres de l'INTEC répartis dans le monde. Autre aspect de cette édition de notre série de reportages portant sur les attentes des populations victimes des inondations en 2020, nous allons nous diriger vers le premier arrondissement communal de la capitale. Ce dernier, notamment certains de ces villages rattachés, ne sont pas aussi épargnés par cette catastrophe naturelle. Il s'agit entre autres de Gabougoura et du village de Tondikware. Le reportage est de Adam Ousmana et Sadou Doumi. Nombreuses sont les populations nigériennes pour qui la saison d'hivernage 2020 reste à jamais gravée dans leur mémoire. Et pour cause, elle fut marquée par des inondations ayant occasionné d'énormes dégâts. Les zones riveraines du fleuve étaient principalement les plus touchées par cette catastrophe. Depuis 2017, le village de Gabougoura est vraiment rentré dans une spirale qui nous fait peur parce que chaque année, nous avons la main au cœur, comme disent les gens de routine. Et chaque année, nous faisons l'objet d'une inondation. Nous sommes touchés des deux côtés. Une inondation fluviale et une inondation due aux précipitations. Donc 2020 a été aussi vraiment une année catastrophique pour nous. En dehors des maisons effondrées, nous avons perdu tout ce que nous avons comme zone de culture. Et vous savez, pour des gens démunis comme nous, perdre toute sa récolte, vraiment, c'est vraiment quelque chose de très décourageant. Il y a eu une inondation dans mon village. Et il y a eu des dégâts, il y a des jardins qui sont partis en fumée comme ça, et il y a des parcelles rizicoles qui sont parties en fumée comme ça. Donc maintenant, vraiment, nous sommes très choqués parce que même pour avoir au moins la nourriture pour garder nos enfants, c'est quelque chose. Pour la saison des pluies qui s'annonce, les services de la météo prévoient également d'importantes précipitations pouvant provoquer des inondations, d'où ces attentes des populations qui pensent ne pas être à l'abri de ce phénomène. Notre attente, c'est vraiment de nous protéger. Parce que les aménagements maintenant, les digues sont tous partis. Et nous voulons que l'État nous aide à remonter les digues là pour que la prochaine saison de pluie les périmètres ne vont pas partir en fumée comme ça. Ceux qui sont au bord du fleuve, c'est compte tenu de l'ensablement du fleuve. Le fleuve n'a plus de berge. Une fois qu'il y a eu des précipitations, nous sommes automatiquement inondés. Parce qu'il y a des voies, les mêmes coris qui alimentent le fleuve, ce sont ces mêmes coris qui remontent encore pour nous inonder. Nous avons demandé d'ores et déjà qu'une analyse soit faite par rapport au désensablement du fleuve. Nous avons des voies d'accès au fleuve. Nous demandons que ces voies soient pérennisées pour que les gros camions puissent accéder au fleuve pour pouvoir nous le désensabler de manière gratuite. Ce que nous attendons de l'État aussi, c'est que l'État puisse répertorier toutes les zones inondables et serait-ce tenir des réunions périodiques avec la population pour les faire part du danger qu'ils encourent lors des précipitations. Donc, quitte à dégager de ces zones-là pour trouver des terres plus meilleures, mais de manière que ça soit collégial, parce qu'il faut que la population comprenne le bien fondé, en tout cas, de la décision de l'État. Des attentes qui méritent toute l'attention des autorités compétentes afin de remédier en amont à ce problème d'inondation qui endeuille et appauvrit davantage nombreux foyers nigériens.
Ouvert le 29 mai dernier, le Salon national des entreprises artisanales du domaine de la menuiserie a pris fin ce mercredi 2 juin 2021 au village artisanal Ibrahim Moussa. Un salon qui a permis aux menuisiers de faire découvrir aux Nigériens leur génie créateur. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Véritables artistes disposant d'un talent inouï, les menuisiers confectionnent des articles de qualité qui n'ont rien à envier aux meubles importés. Malgré leur génie créateur et la qualité de leurs produits, ces menuisiers sont confrontés à des problèmes. Les problèmes qu'on voit avec les gens, parce que tu vas aller là où on va les importer, tu payes des salons 2 millions, 3 millions jusqu'à 5 millions comme ça, alors que même si tu as pris les photos pour nous amener, on peut te fabriquer ça comme il est. En même temps, pour nous, est plus résisté que les importés. Donc avec ça, je veux que les gens comprennent que maintenant, il n'y a pas de qualité qu'on ne peut pas faire. Avec ça aussi, nous, on donne même des garanties. Si tu es en train d'utiliser les locales, nous tous on va avancer. Mais tu dis tu vas aller prendre des importés et nous qu'est-ce qu'on va manger? On essaye de vraiment rentrer dans la danse et essayer de faire mieux que possible. Donc à travers ce foire, on a jugé bon d'essayer de venir faire des démonstrations pour montrer à l'opinion publique que vraiment au Niger aussi, s'il y a un peu de volonté et de moyens, on peut aussi faire mieux. Il nous manque assez de matériel, assez de vraiment soutien pour que vraiment on puisse vraiment évoluer dans le secteur du bois. Pour pallier aux difficultés, ces menuisiers dressent leurs attentes. L'endroit de l'autorité pour qu'on puisse nous allergir à certaines, certaines poids pour que vraiment, s'il y a les matières premières et que les gens n'ont qu'à vraiment essayer d'être patients et de nous encourager, et on peut faire mieux. Maintenant qu'on a commencé, nous on veut que chaque moment, ils puissent faire des tours là où on fait le travail menuiserie, comment les travaux sont en train d'avancer. Parce que vous êtes toujours là, mais vous s'élèvez, vous partez là où on fait les importés. Si vous ne faites pas de tours avec nous, vous ne savez pas si on est en train d'avancer ou pas. Tu vois, non. Et si vous venez chaque fois, vous pouvez voir que ça j'ai vu ça là où on va les importer. Donc même nous, même les gens des Nigériens ont commencé à le faire. Accompagnant ces menuisiers en consommant local, surtout que leurs produits sont de qualité. Faites-y un tour au niveau des différents ateliers, vous serez convaincus des chefs d'œuvre de ces artistes. Rendez-vous à présent. Notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique juridique, cette semaine, elle porte sur le licenciement, un thème développé par Maître Suleiman Seydou, avocat à la Cour. Très bonne réception. Le licenciement est une notion propre au droit du travail. Lorsque vous êtes en relation de travail avec un employeur, il se pourrait qu'en raison d'un certain nombre de faits ou de situations, que cet employeur puisse être amené à arrêter la relation contractuelle qui vous lie à sa personne. Donc le licenciement, c'est un mécanisme de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur. Quand on parle de licenciement, c'est intimement attaché à un contrat de travail à durée indéterminée. Et le licenciement ne peut provenir que naturellement de l'employeur, puisque vous, en tant qu'employé, vous ne pouvez pas licencier votre employeur. Alors, le licenciement est encadré par le Code du travail nigérien ainsi que par la Convention collective interprofessionnelle.
pour qu'il puisse avoir licenciement, il faudrait suivre une procédure particulière et le licenciement doit reposer également sur une cause légitime, une cause réelle et sérieuse. S'agissant spécifiquement de la procédure de licenciement, il y a ce qu'on appelle le principe de contradictoire ou les droits de la défense. Lorsque l'employeur entend licencier un salarié, il doit nécessairement lui accorder la possibilité de pouvoir s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Si vous reprochez à votre employé un fait bien précis, avant que vous ne puissiez prendre une décision de licenciement, vous devez appeler votre employé, lui faire une demande d'explication pour qu'il puisse répondre à cette demande d'explication. La demande d'explication permet de satisfaire à cette exigence-là du contradictoire, du respect des droits de l'employé, d'autant plus que ça lui permettra de s'expliquer sur les raisons ou sur les faits pour lesquels la demande d'explication lui a été tendue. Donc c'est extrêmement important parce que vous ne pouvez pas licencier quelqu'un sans qu'il ne sache la raison pour laquelle il a été licencié. C'est pour ça que la loi fait obligation au préalable de permettre à la personne de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés à travers une demande d'explication à laquelle il doit pouvoir répondre en apportant les éléments de réponse par rapport aux questions qui lui sont posées. Donc à la suite de la demande d'explication et de la réponse qui est apportée par l'employé, l'employeur peut décider de faire table rase de la situation, peut-être parce qu'il a été convaincu par les explications qui ont été données par l'employeur, et dans l'autre hypothèse, au cas où il n'est pas satisfait, au cas où il estime que les réponses qui ont été apportées à la demande d'explication ne sont pas suffisantes, cette fois-ci il peut entrer dans cette perspective qui consiste à licencier le salarié. Et même dans ce cas, il faudrait nécessairement qu'il puisse, dans le cas du licenciement, faire une lettre de licenciement en bonne et due forme. La lettre de licenciement doit comporter un certain nombre d'éléments, notamment les faits qui sont reprochés au salarié ou à l'employé, pour qu'il puisse savoir les raisons pour lesquelles il a été licencié. Donc la lettre d'explication doit pouvoir se suffire à elle-même en contenant les éléments des faits et des droits qui ont conduit au licenciement, avec notamment l'obligation du respect du préavis qui est également un préalable à tout licenciement. Donc il faudrait que ces trois aspects puissent être respectés par l'employeur. Lorsque ces trois conditions sont remplies, on dira que d'un point de vue de la forme, le licenciement, il est régulé en la forme. Mais lorsque vous ne respectez pas la procédure, déjà, votre licenciement, d'un point de vue de la forme, il est irrégulier. Donc ça, c'est l'aspect purement formel en ce qui concerne la forme. Mais au fond, également, il faudrait que vous ayez des éléments que vous reprochez à l'employé. Il faudrait qu'il y ait ce que nous appelons un motif légitime. Il faudrait qu'il y ait une cause qui sous-tend le licenciement. Si cette cause-là doit exister, elle doit être réelle et elle doit être sérieuse. Vous ne pouvez pas décider un bon matin de chasser un employeur parce que son visage ne vous plaît plus, ou tout simplement son sourire ne vous plaît plus, ou parce que vous estimez que bon, vous n'avez plus besoin de lui, vous allez lui remercier. Non, ce n'est pas comme ça. Il faudrait qu'il y ait un motif légitime pour que vous puissiez licencier un salarié. Et ce motif légitime doit peut-être reposer sur l'attitude du salarié ou la conduite du salarié dans le cadre du travail, ou pour les raisons de nécessité impérative du fonctionnement de l'entreprise. Donc ce sont les deux cas qui ont été prévus par le Code du travail, mais il peut bien entendu avoir d'autres éléments. Si ces éléments sont pertinents, ils peuvent justifier bien entendu le motif légitime dans le cas des licenciements. Alors ce qu'il faut également avoir à l'esprit, c'est que le motif légitime ne peut pas se fonder par exemple sur des considérations liées à l'âge de la personne, au sexe de la personne, à son appartenance religieuse, à son opinion politique ou à son handicap. Vous ne pouvez pas licencier quelqu'un parce que vous pensez qu'il est de sexe masculin ou de sexe
féminin, vous ne pouvez pas prendre pour motif de licenciement cet élément-là, puisque le Code du travail l'a strictement interdit. Vous ne pouvez pas, pour des raisons de son appartenance religieuse, c'est un musulman, c'est un chrétien, c'est un alien, vous dites, bon, puisque moi je suis musulman, tu es un chrétien, je ne veux plus de toi dans mon entreprise. Il s'agit des raisons que vous ne pouvez pas avancer pour fonder le licenciement. Il en est de même également de l'handicap de la personne ou de son opinion politique. Encore, quand on va un peu plus loin, le fait pour une personne d'exercer un mandat de représentant du personnel. Vous ne pouvez pas, parce que c'est un représentant du personnel, décider de le licencier. Ce n'est pas possible, sauf à respecter un certain nombre de conditions que la loi a prévues. Vous ne pouvez pas également, du fait de la situation matrimoniale d'une personne, décider de la licencier, ou du fait de la grossesse ou une absence liée à des raisons de maladie professionnelle ou d'accident. Donc il s'agit des cas qui ont été prévus par la loi, donc vous ne pouvez fonder votre licenciement sur ces éléments-là. Lorsque vous le faites, on considère automatiquement que votre licenciement est abusif. Le licenciement n'est pas du tout régulier. Maintenant, lorsque c'est pour une toute autre cause, cette cause-là doit pouvoir être liée à l'attitude ou à la conduite du travailleur. La cause doit exister, elle ne doit pas être inventée, elle doit exister, elle doit être réelle, elle doit pouvoir être vérifiée s'il y a lieu. Donc on ne peut pas décider de faire partir une personne de son emploi comme ça, de manière désinvolte, parce que vous estimez que la personne ne vous plaît plus ou que vous n'avez plus besoin de la personne. Donc il faut d'abord respecter la procédure prévue par les dispositions du Code du travail. Il faut également que vous ayez une cause réelle, sérieuse, un motif légitime qui justifie le licenciement. Lorsque vous n'avez pas de motif légitime qui justifie le licenciement, on dit que le licenciement, cette fois-ci, il est abusif. Lorsque la procédure n'est pas respectée, le licenciement est irrégulier. Un licenciement peut être irrégulier, mais au fond, le motif peut exister. Mais peut-être sur la procédure n'a pas été respectée. Donc c'est un licenciement irrégulier où la procédure peut être respectée, mais au fond, il n'y a pas de motif légitime. En ce moment, le licenciement est abusif. Tout comme le licenciement, il peut être à la fois irrégulier, parce que la procédure n'a pas été respectée, et également abusif, parce que le motif également réel n'existe pas du tout. Donc lorsque le licenciement est abusif, vous pouvez naturellement, si vous estimez que c'est abusif, saisir les juridictions compétentes, soit aller à l'inspection du travail premièrement, ou saisir le tribunal de travail qui se trouve à Niamey au niveau du tribunal des grandes instances, au niveau des TGI. Il y a également le tribunal de travail que vous pouvez saisir ou l'inspection du travail au niveau de l'intérieur du pays. Et donc lorsque la juridiction constate que le licenciement est abusif, vous avez droit à ce qu'on vous paye ce qu'on appelle les droits légaux. Il y a l'indemnité de licenciement qu'on doit vous payer, il y a l'indemnité des préavis, l'indemnité de congés non pris, ainsi de suite, qui doivent pouvoir être reversés aux salariés, et également des dommages et intérêts lorsque le licenciement est surtout abusif. Lorsque le licenciement est abusif, la juridiction peut prononcer également une condamnation à payer des dommages et intérêts au profit du salarié. Et ce qui est également important à retenir, c'est que les droits légaux et autres ne sont pas dus lorsque le licenciement repose sur ce qu'on appelle une faute lourde. La faute lourde exclut le paiement de ces éléments que je viens d'énoncer tout à l'heure, sous le contrôle bien entendu et sous l'appréciation de la juridiction compétente. La faute lourde, c'est celle-là qui est caractérisée par une intention de nuire à l'employeur. C'est une faute suffisamment grave lorsqu'on retient cet élément contre vous dans le cadre du licenciement. Vous ne bénéficiez pas bien entendu des éléments que je viens de citer, sauf si la juridiction compétente qui est saisie de la question, en appréciant les éléments, la juridiction peut estimer que ça, ce n'est pas une faute lourde. Et si la juridiction va dans la perspective de dire que ce n'est pas une faute lourde, le licenciement sera bien entendu abusif. En ce moment, vous aurez droit aux droits légaux ainsi qu'éventuellement à des dommages et intérêts.
Maintenant, ce qu'il faut retenir par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est que cela doit pouvoir être distingué d'une procédure de licenciement particulière également qui est prévue, notamment le licenciement pour motif économique que nous allons examiner certainement dans les numéros à venir.